Alors on est très content de vous voir en binôme. Benoît Chor est praticien hospitalier dans notre équipe. Il est de façon originale à mi-temps au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche au sein du pôle de gériatrie et à mi-temps au service de psychiatrie, au pôle de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. On vient vous présenter ici quelque chose qui est pas vraiment de la recherche, mais qui est plutôt dans la clinique et qui se rapproche un petit peu de ce dont on parlait tout à l'heure avec Brice Laurent, c'est-à-dire sur la question de la médecine basée sur l'épreuve et la question très importante qui est finalement comment faire pour prendre en soin les patients atteints de maladies à corps de Lévy qui ont des troubles du comportement. Et malheureusement jusqu'à présent, il n'y avait pas, si vous voulez, de conférences qui avaient été organisées en France sur ces questions-là, et en particulier, il n'y avait pas de ligne de conduite sur comment faire pour s'occuper des patients atteints de maladies à corps de Lévy. Alors, c'est à l'initiative de la Fédération des centres mémoire, mais aussi de la Société française de gérontologie et de gériatrie dans la partie unité cognitivo-comportementale, et aussi à l'initiative de la SF3PA, qui est en fait la réunion des psychogériatres et des psychiatres de la personne âgée. Donc vous voyez, c'est intéressant, c'était des groupes vraiment pluridisciplinaires. On s'est rencontrés, on a fait, je pense, un gros travail de bibliographie et vous voyez les noms des différentes personnes qui ont participé pour le groupe Maladie à corps de Lévy et démence parkinsonienne. Benoît Chor y a participé aussi sur certaines parties. Vous verrez que je mettrai certains noms à certains moments dans la présentation pour dire que c'était plus cette personne-là qui était investie quand il s'agissait d'un symptôme particulier. Ce qui est important, puisqu'on parle de traitement, c'est que je vous parle de mes déclarations et de mes liens d'intérêt. Donc ce que je peux dire, c'est que j'ai été rémunéré pour des présentations sur la maladie à corps de Lévy et la maladie d'Alzheimer par les laboratoires Roche, Biogen et Eisai. Je fais partie d'un board Eisai et j'ai été coordonnateur national de plusieurs essais thérapeutiques en France, donc gantenerumab dans la maladie d'Alzheimer, le laboratoire Roche, Delphia dans la maladie à corps de Lévy, c'est le laboratoire Eisai, et Edway DLB dans la maladie à corps de Lévy, c'est le laboratoire Axovant. Dans ce dernier cas, je n'ai pas eu de rémunération personnelle puisque c'était le CHU de Strasbourg qui a touché donc l'argent pour la coordination, et j'ai obtenu des financements de recherche, que ce soit pour des PHRC nationaux ou interrégionaux. Voilà, ceci étant dit, donc, puisqu'on s'adresse à deux questions qui sont simultanément la maladie à corps de Lévy et la démence parkinsonienne, pour que vous compreniez bien là où nous sommes, eh bien, c'est que et la maladie à corps de Lévy et la démence parkinsonienne sont toutes les deux des maladies qui comportent des corps de Lévy, qu'on appelle en fait, dans le langage anglo-saxon, des Lewy Body Disease. Et donc, sur votre droite, ici, vous avez la maladie à corps de Lévy à proprement parler, qui est au stade prodromal et qui va évoluer vers le stade de démence. Et sur votre gauche, vous avez la maladie de Parkinson, qui n'a pas de trouble cognitif au départ, hein, ça vous était bien indiqué, et puis qui va évoluer souvent, après 10-15 ans, vers la démence parkinsonienne. Et donc, ce qui nous intéresse là, c'est le stade de démence, que ce soit celui de démence parkinsonienne ou le stade de démence de maladie à corps de Lévy. Donc ces recommandations nationales, c'était donc à l'initiative du professeur Soto, de la Fédération des centres mémoire, mais aussi la SF3PESA, comme je vous l'ai dit, et aussi la Société française de gérontologie et de gériatrie. C'est donc des recommandations nationales. La méthodologie est la suivante. C'était une revue de la littérature via PubMed et inclusion des articles en anglais et en français de janvier 2009 à septembre 2023. Donc, parce qu'il y avait eu des recommandations en janvier 2009 sur les troubles du comportement dans les maladies neuroévolutives. On devait faire une revue descriptive de la fréquence de ces troubles psychocomportementaux. Donc on va vous présenter finalement quelle est la fréquence de ces troubles psychocomportementaux dans la maladie à corps de Lévy et quand on a les résultats dans la démence parkinsonienne. Et puis ensuite, on devait faire une revue des traitements, là en l'occurrence des traitements médicamenteux. On utilisait la méthode Delphi, qui est une méthode assez simple qui vise à ce qu'il y ait un consensus quand on n'a pas de réel, si vous voulez, résultat dans la littérature internationale. Alors on commence par un premier symptôme qui sont les hallucinations et le délire. Pour vous dire rapidement quand même que les hallucinations au stade prodromal, c'est environ 30% des patients, mais ça dépend de l'échelle qu'on utilise. Ça peut monter jusqu'à 63% quand on a des échelles plus fines.
Quand on est à des stades de démence, on est sur les hallucinations auditives à 30% aussi. Pour les hallucinations visuelles, plutôt aux alentours de 60%. Et le syndrome de Capgras, c'est entre 7 et 20%. La prévalence du délire, elle augmente avec l'intensité des troubles, et vous avez au stade prodromal un passage de 12 à 24% quand on est de la plainte cognitive subjective aux troubles cognitifs légers, et pour la démence, on passe de 25% à 50% quand on évolue dans la maladie au stade de démence. Dans la démence parkinsonienne, la fréquence est d'environ 30%. Donc, d'emblée, ce qu'on peut dire, c'est que les hallucinations et le délire sont très fréquents, très fréquents. Et il y a eu différents essais thérapeutiques qui ont été faits avec comme sujet les hallucinations et le délire. Il semblait y avoir donc une efficacité du donépésil à plusieurs doses pour les hallucinations, de la rivastigmine, mais pour la rivastigmine, si vous voulez, c'était des échelles composites, c'est-à-dire qui rassemblaient plusieurs symptômes, dans lesquels il y avait aussi hallucinations et délire, qui montraient, semble-t-il, une amélioration. Pour la clozapine, il n'y a pas d'essai thérapeutique dans la maladie à corps de Lévy, mais il y a des essais thérapeutiques dans la maladie de Parkinson, dans lesquels les essais sont avec une majorité de patients avec une démence, donc plutôt des déments parkinsoniens. Pour la quétiapine, il y a eu 3 essais thérapeutiques dans la maladie à corps de Lévy, un essai thérapeutique dans la maladie à corps de Lévy, la démence parkinsonienne et la maladie d'Alzheimer, un essai dans la maladie de Parkinson, ils sont tous négatifs. C'est-à-dire que la quétiapine, dans la littérature, n'a pas montré d'efficacité pour lutter contre les hallucinations et les délires. Néanmoins, on peut critiquer aussi ces études, les effectifs étaient faibles, donc on n'est pas certain qu'il y avait suffisamment de patients pour montrer une efficacité. Mais l'ensemble des essais sont négatifs. Pour la pimavansérie, il y avait un essai dans la maladie de Parkinson, un essai dans la démence, et dans cet essai dans la démence, il y avait des patients atteints de maladie à corps de Lévy. Voilà. Et avec là une efficacité, mais une efficacité avec un délai d'action un peu long. Quand je dis un délai d'action un peu long, c'est en général 4 à 6 semaines. Et quand il y a un patient qui a un délire, c'est long d'attendre 4 à 6 semaines. Je rappelle qu'il y a une contre-indication formelle au neuroleptique dans la maladie à corps de Lévy, sans doute en dehors de clozapine, quétiapine et pimavansérie. La risperidone entraîne des effets secondaires, surtout du point de vue cognitif, donc elle aggrave les patients. Il y a eu un essai thérapeutique avec la risperidone dans la maladie à corps de Lévy, et l'essai a dû être arrêté parce que les patients s'aggravaient de trop. Les patients s'aggravaient de trop sous risperidone, donc ils ont été obligés d'arrêter l'essai thérapeutique. Donc ça n'est pas un médicament qu'on peut conseiller. On a donc proposé notre groupe, une sorte de schéma qui permet d'améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies à corps de Lévy et de démence parkinsonienne avec hallucination, en expliquant que s'il y avait des hallucinations qui étaient peu envahissantes et peu critiquées, eh bien, ce qui était important, c'était d'expliquer pourquoi il y avait des hallucinations et ne pas donner de traitement, et puis baisser éventuellement certains médicaments comme les agonistes dopaminergiques, en particulier dans la démence parkinsonienne. Pour les hallucinations envahissantes, on a proposé d'introduire un traitement par donépésil ou rivastigmine du fait de leur efficacité démontrée et en partie démontrée pour la rivastigmine. Et pour les hallucinations envahissantes, d'aller d'emblée vers la clozapine à faible dose. Et s'il y avait des contre-indications ou des effets secondaires à la clozapine, d'aller vers la quétiapine mais en indiquant que le niveau de preuve n'était pas suffisant, ou d'aller vers la pimavansérie, mais le problème c'est que l'accès est difficile puisque c'est en ATU, ce qui veut dire que le médecin doit faire une demande sur un site internet en lien avec le ministère de la Santé, attendre la réponse à cette demande, et le deuxième problème c'est que ça doit être un médecin hospitalier, et le troisième problème c'est que les délais d'action est long. Donc ça fait beaucoup d'empêchements, on va dire, pour bien traiter les hallucinations et le délire dans la maladie à corps de Lévy. La question Delphi, c'est-à-dire qu'on a proposé au panel d'experts qui nous accompagnaient au niveau national, c'est est-ce que vous étiez d'accord pour qu'il y ait une extension de cet arbre décisionnel aux autres modalités d'hallucination, dont les hallucinations auditives, au syndrome de Capgras et aux troubles psychotiques. La réponse a été positive. Je peux dire simplement qu'elle est positive, je n'ai pas la proportion, j'en suis désolé, parce que le travail est encore en cours. Voilà. Alors, pour les troubles du sommeil, c'était surtout Julien Delrieux de Toulouse qui était dans cette affaire, ainsi que les collègues qui l'ont accompagné. Il s'est intéressé donc aux troubles du comportement en sommeil paradoxal. Je passe sur la méthodologie. Les essais cliniques ont porté sur 2 molécules,
1, la mélatonine, 2, le clonazepam. Sur la mélatonine, il y a eu 3 essais randomisés dans des troubles du comportement sommeil paradoxal idiopathique et dans la maladie de Parkinson. Il y a eu 2 études ouvertes. Il y avait peu d'effets secondaires de la mélatonine. Les doses étudiées étaient entre 3 et 12 mg. Pour le clonazepam, il y a eu un essai clinique avec la maladie de Parkinson, faible effectif, des études ouvertes, c'est-à-dire où il n'y a pas de groupe placebo, c'est-à-dire pour savoir si finalement c'est efficace contre rien finalement, mais alors avec beaucoup plus d'effets secondaires, y compris dans la maladie de Parkinson, chute, déclin cognitif, sédation matinale, confusion. Donc un médicament difficile à utiliser dans la maladie à corps de Lévy. Ce qui fait que ce que nous recommandons finalement, c'est plutôt une éducation du patient et de son entourage à la question des troubles du comportement sommeil paradoxal, surtout quand on tombe du lit ou alors quand il y a un danger potentiel pour le conjoint qui vit dans le même lit. Un arrêt prudent des traitements qui peuvent aggraver les troubles du comportement sommeil paradoxal que je ne vais pas détailler ici. Et finalement, en première intention, de la mélatonine à libération immédiate et pas à libération prolongée, j'insiste. C'est uniquement la libération immédiate qui fonctionne pour les troubles du comportement sommeil paradoxal, entre des doses entre 3 et 12 mg. Je suis désolé, ça fait beaucoup, mais c'est la dépression maintenant. La dépression est très fréquente. 60% des patients atteints de maladie à corps de Lévy vont faire une dépression. Dans la littérature, rien de clair, parce qu'il y a finalement dans la maladie à corps de Lévy un seul essai avec le séroprame ou citalopram, ce qui fait que, et ce séroprame ou citalopram, ça ne s'est pas bien passé non plus. 10 sur patients sur 14 ont eu des effets secondaires avec arrêt de l'étude. Et donc, ce qu'on avait plutôt tendance à conseiller, même si, là je vous le dis, en dehors finalement du groupe de travail, parce qu'on a eu du mal à trouver une solution pratico-pratique pour la dépression dans ce cadre-là, c'était la sertraline à dose progressivement croissante, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, ou alors un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, qu'on appelle la venlafaxine. Et en 6 troubles du sommeil, la myocérine, mais on est en dehors du groupe de travail, j'insiste. Et voilà pour l'anxiété. Merci Frédéric. Je vais vous parler de l'anxiété dans la maladie à corps de Lévy. Je reviens très rapidement sur une belle définition que j'ai prise de Henriet, qui qualifie l'anxiété de désarroi vécu dans l'attente poignante d'un danger imminent. Je trouvais ça très lyrique, très beau. Je vous laisse vous en profiter pour vous rappeler que l'anxiété, c'est normal, c'est universel, tout le monde peut être anxieux. Là où ça devient compliqué, c'est quand la maladie à corps de Lévy génère comme symptôme l'anxiété. Il faut bien distinguer aussi l'anxiété symptôme de l'anxiété trouble. Des personnes peuvent avoir des troubles anxieux antérieurs, troubles anxieux généralisés, troubles paniques avant la maladie à corps de Lévy qui n'est pas en rapport, et à ce moment-là, l'anxiété peut encore être plus difficile à traiter. Les chiffres dans la maladie à corps de Lévy sont les suivants. C'est le symptôme le plus fréquent, l'anxiété, qui est retrouvé dans plusieurs études au stade de démence ou troubles neurocognitifs majeurs chez 40 à 67% des patients, c'est beaucoup. Au stade prodromal, c'est évidemment aussi le cas, 45 à 60% des patients, et c'est le symptôme qui est associé à une franche détresse de l'aidant, à la dépression chez les patients, on l'a vu avant, à une moindre qualité de vie et de fonctionnement. Je reviens juste sur les différents types d'anxiété. Ce qui est très typique de la maladie à corps de Lévy, c'est le fait d'avoir une anxiété panique avec des sensations comme ça de vibration interne, l'impression qu'on va mourir, la sensation de catastrophe imminente, associée à des sensations internes assez bizarres, parfois indescriptibles, qui poussent les personnes atteintes de la maladie à rechercher une aide médicale rapide ou à solliciter beaucoup les proches. Et ça, pour certains auteurs, ça semble être un critère très spécifique de la maladie à corps de Lévy ou des autres synucléopathies comme la maladie de Parkinson. Je vais passer sur le reste. Le traitement de l'anxiété dans la maladie à corps de Lévy, il n'y a aucune étude qui s'y est intéressée spécifiquement sur anxiété et maladie à corps de Lévy précisément. Donc on dérive toutes nos données d'études sur la maladie de Parkinson ou apparentées. Les traitements médicamenteux vont donc être similaires à ceux qu'on donne dans la dépression. Lorsque les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, donc la rivastigmine ou le donépezil, semble avoir un intérêt, il montre un petit effet sur l'anxiété. J'en profite pour rappeler que les antipsychotiques, les neuroleptiques ne sont pas un traitement de l'anxiété, ce n'est pas un traitement de fond de l'anxiété, c'est bon de le rappeler parce qu'ils sont encore beaucoup prescrits dans cette indication, or ce n'est vraiment pas un traitement de l'anxiété. Les benzodiazépines comme le Valium, le Xanax, etc. peuvent être un traitement de l'anxiété de courte durée, mais ne sont pas un traitement de fond, c'est aussi important de le rappeler. Dans certains cas où il y a une grosse dysrégulation émotionnelle avec une augmentation
augmentation de la réactivité émotionnelle, il m'arrive moi de prescrire des thymorégulateurs comme la lamotrigine qui est en anti-épileptique sur lesquels j'ai d'expérience des bons résultats. J'ai malheureusement aucune étude à ce jour-là pour le prouver, peut-être qu'un jour on en fera aussi. Les traitements non médicamenteux sont bien sûr importants, notamment le soutien à l'aidant, la psychoéducation pour tout le monde, puisque c'est un symptôme très difficile à absorber, à vivre bien sûr pour le patient aussi. Des mesures très simples comme l'activité physique, la régulation de l'hygiène de sommeil peuvent aider aussi à réguler l'anxiété, c'est une des premières pistes. Dans la maladie de Parkinson, les thérapies cognitivo-comportementales en individuel ou en groupe ont montré leur efficacité, donc il faut aussi pouvoir y penser. Et d'autres interventions non médicamenteuses sont encore à l'essai, notamment la musicothérapie qui dans la maladie de Parkinson montrait un effet dans l'anxiété en groupe. Donc voilà, on a encore plein d'études à faire sur anxiété et maladie à corps de Lévy, c'est les premiers retours. Alors sur le syndrome frontal, donc c'est Aurélie Mouton de Nice qui a travaillé sur cela. Et ce qu'on peut dire finalement, c'est que la fréquence des symptômes frontaux est importante. C'est au moins 55% des patients qui peuvent avoir des symptômes frontaux, que ce soit dans la maladie à corps de Lévy ou dans la démence parkinsonienne. Pour les traitements des symptômes frontaux, sur l'apathie, donc qui est cette démotivation, si je devais simplifier, il y a un intérêt probable de la rivastigmine et du donépésil par rapport aux études qui ont été publiées. Dans la démence parkinsonienne, il n'y a pas réellement d'essai thérapeutique. Sur l'irritabilité, pas d'essai thérapeutique. Sur les problèmes de comportement alimentaire, la mémantine, il y a eu un essai, mais il était négatif dans d'autres essais. Et sur ce qui est l'écholalie, l'échopraxie, les persévérations, c'est-à-dire des symptômes assez envahissants, à vrai dire, il n'y a pas du tout de données de la littérature. Pour l'agitation et l'agressivité, l'intérêt de la mémantine a été posé. Sur la désinhibition, on proposait l'utilisation des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine compte tenu des données dans la maladie frontotemporale. Et notre expérience nous montre d'ailleurs un intérêt de la sertraline, de la paroxétine et de la trazodone. Si bien qu'on a posé une question Delphi donc au panel de personnes experts en proposant de traiter le syndrome frontal au sens des inhibitions par sertraline, paroxétine en première intention et trazodone en deuxième intention. Et là, la réponse a été positive. J'attends néanmoins le détail de tout cela, mais c'est pour vous dire qu'on fait des propositions quand même pour tenter d'améliorer des choses qui sont très très fréquentes et très envahissantes dans la maladie à corps de Lévy. Et je vais terminer en vous parlant de la catatonie. Je vais la définir très rapidement quand même. Il s'agit d'un ensemble de signes et de symptômes qui sont associés à des perturbations de la psychomotricité. Alors ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, c'est très vague. Il y a de nombreux signes que j'aurai absolument pas le temps de vous détailler aujourd'hui, 12 à 23 selon les échelles de cotation, mais qui concernent en fait très typiquement ce qu'on peut vivre dans un état d'hypnose intense, par exemple la catalepsie. Donc je vous ai mis cette très belle image de Charcot qui à l'époque induisait des catalepsies comme ça. Il y en a d'autres, je passerai dessus. Dans la maladie à corps de Lévy, la catatonie semble concerner beaucoup de patients. Alors on a des chiffres très préliminaires d'une étude japonaise qui nous dit que ça concerne 9 sur 21 des patients qui ont été screenés. Moi ça me paraît particulièrement énorme comme chiffre, mais ce sera amené à évoluer, et ce qui est sûr c'est que ça peut être un signe prodromal de la maladie, ça c'est une certitude. Dans une revue de la littérature que j'ai moi-même conduit, dans les cas cliniques individuels, la catatonie était la plupart du temps associée à la prise de neuroleptiques, d'antipsychotiques, sans surprise, donc ces traitements sont vraiment à éviter pour cette même raison. Il n'y a absolument pas de recommandation spécifique du traitement de la catatonie dans la maladie à corps de Lévy actuellement. Une recommandation qui est évidente, c'est qu'il faut arrêter les antipsychotiques quand il y en a, à part la clozapine évidemment. Voilà, ça c'est un peu l'arbre de traitement de la catatonie. Il faut faire des investigations complémentaires assez importantes pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'une infection ou d'une autre pathologie organique qui peut entraîner la catatonie. Et il faut toujours traiter 3 axes, la cause, la prévention aussi, prévention des complications de décubitus, de la déshydratation, des phlébites, etc. Et il faut mettre en place un traitement symptomatique par benzodiazépine, donc le lorazépam ou Temesta est la molécule la plus indiquée. Elle est à prescrire à une posologie ici qu'on a décrite par consensus de 1 mg x 3 par jour, à augmenter jusqu'à ce que les manifestations catatoniques soient traitées. Et l'électroconvulsivothérapie, dans les cas de catatonie très sévère, réfractaire au traitement et qui entraîne donc une menace du pronostic vital, est toujours très indiquée parce que c'est le traitement de référence et qu'il fonctionne très très bien. Voilà.
Voilà, on a terminé. Ça faisait un peu catalogue, on est désolé, mais d'un autre côté, c'est très important ce dont on vient de parler, parce que dans la maladie à corps de Lévy, vous l'avez compris, la fréquence des troubles psychocomportementaux et donc des symptômes comportementaux est très importante. C'est-à-dire qu'à peu près tous les patients atteints de maladie à corps de Lévy vont vivre à un moment donné des symptômes psychocomportementaux et donc les aidants vont vivre ces symptômes et donc il faut pouvoir être en capacité de les traiter et jusqu'à présent il n'y avait pas de recommandation nationale à ce sujet. Donc ça devrait être publié je pense dans les mois à venir. Les points forts quand même de cette présentation, c'est qu'il faut éviter les neuroleptiques et privilégier la clozapine en cas de délire, bien prendre en charge la dépression et l'anxiété, et là on n'a pas de recommandation particulière malheureusement. Le syndrome frontal peut se traiter avec l'utilisation de certaines molécules qu'on appelle des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, et un symptôme sans doute plus fréquent dans la maladie à corps de Lévy qu'on l'imagine, qui est la catatonie, qui est à traiter avec du lorazépam. On vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous.